Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle aventure sur la radio. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Le premier numéro de ce mois de mai aborde une question essentielle, celle de l'emploi et du travail des Togolais. Hier 1er mai, le monde entier a commémoré les luttes pour la journée de 8 heures de travail. Cette journée internationale des travailleurs est souvent l'occasion pour les travailleurs de par le monde de présenter des doléances pour un meilleur rendement. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République Faure Swaziman Nyassingbe est largement revenu sur certaines mesures sociales qui pourront garantir la croissance économique nécessaire pour le développement du pays, pour citer Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, chez nos confrères de la TVT samedi dernier. Alors, pour évoquer l'état de santé de la lutte syndicale au Togo, nous recevons ce matin le Dr Gilbert Tcholenyanou, secrétaire général du SYNFOT, le syndicat, le puissant syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo et porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo, une centrale syndicale. Bienvenue. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio avant de retrouver notre invité ce matin. Juste vous dire que les journaux sont dans les kiosques ce jeudi. Dans les kiosques, vous pouvez trouver le quotidien Liberté, le conflit qui revient sur les élections locales à venir avec la révision des listes le 16 mai et le vote le 30 juin. Vous lirez les détails dans le journal d'ailleurs. La coalition de 14 partis de l'opposition est en conférence de presse depuis ce matin, probablement sur le sujet. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans les caisses. Le confrère revient sur la lutte contre la corruption au Togo avec le ministre Christian Trémois qui appelle les acteurs à ne pas rater l'étape de la pédagogie. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune avec la journée du 1er mai 2019, doléances et promesses. Le confrère revient sur le sujet. Il y a aussi l'hebdomadaire Flambeau des démocrates qui parle aussi du 1er mai avec le martyr du travail en éditorial. Et puis, c'est qu'en avant, après l'indépendance, l'école togolaise toujours au creux de la vague. Rappelle, on va dire presque Loïc Lawson ce matin dans son journal. Il y a l'hebdomadaire Le Rendez-vous qui est aussi dans les kiosques avec un sujet sur les assassinats, interdiction des manifestations publiques et torture au SRI. Ces crimes que tolèrent les chancelleries, Faure Nyassingbe à la manœuvre, écrit notre confrère. Et puis il y a le dernier journal là qui est avec nous de ce matin, on n'en a pas reçu d'autres, c'est Social Info, lui aussi qui revient sur la lutte contre la pauvreté avec le mécanisme de transfert monétaire, comment le projet change le quotidien des plus pauvres. C'est ce que vous lirez dans le journal. Le confrère parle également de l'assurance maladie à la couverture universelle. Qu'est-ce qui bloque l'extension? C'est ce que vous découvrirez lorsque vous parcourez le journal Social Info. Retour en studio avec notre invité, comme annoncé, c'est Dr Gilbert Tcholenyanou, le nouveau secrétaire général du puissant syndicat national de praticiens hospitaliers du Togo, également porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Dr Gilbert, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à Taxi FM, bonjour auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette émission phare de votre radio, surtout que c'est une reprise. Beaucoup de courage à vous et à toute la rédaction et à la direction. Très bien. Bon, la première question qui nous vient à l'esprit, puisque vous êtes le patron, on va le dire MC du SYNFOT, comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui depuis que vous avez repris la manette, puisque vous étiez toujours aux affaires avant, dans les bureaux successifs, vous y étiez toujours. Comment est-ce que ce syndicat se porte aujourd'hui? Comme toujours, le SYNFOT se porte bien, très bien. Toujours dans sa dynamique de faire le syndicalisme autrement, de mettre toujours en priorité l'intérêt de ses membres et non l'intérêt de quelques personnes. Le SYNFOT se porte bien sur le plan structurel, mais pas trop content de la situation de la santé au Togo.
On va aborder justement cette question tout à l'heure. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs vont vous interpeller sur le sujet lorsqu'on leur donnera l'antenne aux alentours de 12h15. Le 8 décembre, lorsque vous prenez le secrétariat du Synfote, je voulais juste rappeler que le thème qui avait guidé l'Assemblée générale le jour-là, c'était le Synfote pour l'amélioration de la qualité des soins au Togo. Ça nous amènera à revenir naturellement sur ce que vous disiez tout à l'heure, surtout avec la scène qu'on a observée hier après la petite pluie de la matinée d'hier où il y a eu une situation désolante quand même au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Je voudrais aussi rappeler que en février dernier, vous avez remis les conclusions d'un rapport au gouvernement togolais. Il vous avait été demandé à vous et à l'ensemble de votre équipe de réfléchir sur les difficultés que rencontre le monde de la santé et proposer des pistes de solutions. On vous avait vu pas trop souriant quand même lorsque vous remettez le rapport au chef du gouvernement, le Premier ministre. Ça veut dire que le travail a été ardu, difficile. Oui, le travail était très difficile, Monsieur Eric, parce que, vous savez, c'était un travail qui devait être fait théoriquement sur 1 mois. Ça nous en a pris 6. 6 parce que il a fallu vraiment entrer dans le sein des saints, je me permets de le dire ainsi, des problèmes qui minent le secteur de la santé. Je pense que nous faisons de la peine et du tort aux Togolais lorsque nous pensons, à tort, je tiens à le préciser, que nous sommes les seuls dépositaires des solutions aux problèmes. Il y a des solutions qu'on nous propose aujourd'hui qui ne sont même pas la panacée au règlement des problèmes de la santé. Je ne veux pas citer d'approche, mais je sais que vous voyez ce dont je veux parler d'ailleurs, mais on en reviendra d'ailleurs. Ça a été assez difficile, surtout pour faire le point sur les contractuels. C'est-à-dire c'est cette catégorie de personnel que les hôpitaux ont eu à engager eux-mêmes du fait de leur autonomie. Et pour faire l'inventaire, les répertorier, ce fut un travail titanesque. De Lomé à Saint-Cassé, il nous a fallu aller dans chaque centre pour savoir qui est contractuel, qui ne l'est pas, quel diplôme ce personnel a, chacun à son niveau de fonction, quelle qualification lui permet de faire le travail, le temps de recrutement qu'il a à l'actif au jour de la mission, et voir le temps qu'il lui reste à faire. Donc ce fut un travail assez délicat. Et après ça, il a fallu également répertorier le plateau technique disponible aujourd'hui dans chacun des centres. Et maintenant, on a fait un travail de projection pour essayer de voir dans l'amélioration de ces éléments-là, qu'est-ce qu'il faut y apporter. Nous avons écouté tous les grands acteurs de la santé. Je parle du corps enseignant, des professeurs d'université, de la fac des sciences de la santé du Togo, tous autant qu'ils sont, ont été associés à ce travail. D'autres ONG, d'autres acteurs, et pas des moindres, ont été aussi associés à ce travail. Donc, ça nous a pris du temps pour avoir des informations de chacune des parties prenantes pour ne pas tout seul sortir un document qui ne serait que le fruit de notre simple imagination à notre portion compris, quoi. Donc c'est ça le travail qu'on a fait, ça nous a pris 6 mois. Et je peux vous dire qu'en octobre 2018, nous avions quasiment bouclé le travail, et donc la finalisation et la consolidation du document ont pris également 4 mois, ce qui a fait que n'est que le 21 février 2019 que nous avions remis de manière officielle le document au Premier ministre. Alors, il y a eu des pistes de solutions que vous avez proposées, c'est vrai qu'on ne rentrera pas dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, ce document permettra de sortir notre système de santé de ce sentier battu, tel qu'on le voit aujourd'hui, très sincèrement? Je ne suis pas de nature très arrogant, mais je peux vous dire oui. Si le gouvernement l'applique, oui. Parce qu'en fait, je ne vais pas être comme certaines personnes. Non, je pense que si le gouvernement l'applique, oui. Il ne s'agit pas de soulever le monde. Il s'agit juste d'appliquer à des niveaux très simples, des solutions très simples,
faut avoir des résultats efficaces. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai, le document, vous avez travaillé là-dessus au moins, je dirais presque 10 mois, vous l'avez remis au gouvernement togolais. Quelle est la réponse aujourd'hui? Est-ce que depuis le 21 février que vous avez remis le document au chef du gouvernement, vous semblez avoir des retours là-dessus, et des pas qui sont posés qui vous rassurent que, attention, ces messieurs-là ont envie de faire quelque chose réellement pour la santé des citoyens togolais? Monsieur Eric, je peux vous garantir d'une chose. Pendant la période de travail et toutes les autres périodes qui ont suivi, nous avions quand même remarqué et noté une attention particulière du gouvernement à faire en sorte que nous arrivions à des solutions pérennes. La preuve, le gouvernement a même dit qu'il ne se limitait pas dans la distinction des problèmes et dans les pistes de solutions à proposer. Donc du coup, il n'y avait pas de sujet tabou. Et donc nous avions eu quand même l'attitude à aborder tous les problèmes. Et même la preuve est que le gouvernement a même dû consentir d'autres efforts de manière à ce que nous puissions inviter, autant que faire se peut, tous les spécialistes qui pouvaient éventuellement apporter leur contribution. Donc ça, c'était pour nous un élément à saluer. La volonté de trouver des solutions de la part du gouvernement, je pense qu'elle existe. Mais faut-il encore qu'on la concrétise dans les faits? Et c'est cela que nous attendons de voir. Nous avons remis le document le 21 février 2019. Aujourd'hui, c'est le 2 mai. Nous sommes à 2 mois. Oui. Le Premier ministre avait dit, et je me rappelle très bien, les éléments audio sont là, que dans un très bref délai, ils nous feront appel. Nous sommes à 2 mois. J'ose croire que le bref délai est en train de finir et que dans les heures, les jours à venir, ils nous feront appel pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il s'agit là, à journaux des éléments donnés par le document de conclusion, d'aller à des accords qui engagent et le gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes dans le but d'améliorer la santé des Togolais. Oui, la santé des Togolais, c'est une urgence aujourd'hui. Quand on fait un tour dans les centres hospitaliers, dans les CHU, on se rend compte que tout est urgent là-bas. Alors, les brefs délais, vous avez dit, ça fait déjà 2 mois que le document a été déposé. Non, est-ce que vous pensez que là, ça va venir, les pistes de solutions que vous avez proposées là, qu'on va les appliquer? Je ne pense pas que ça va venir. Je suis certain que ça doit venir. Si ça ne vient pas, excusez-moi, nous allons couler. De toutes les façons, hier, nous avions vu circuler sur les réseaux sociaux un élément qui, excusez-moi, mais qui, de manière métaphorique, traduit très bien la situation dans laquelle nous sommes. La santé au Togo a pris l'eau. Oui. Nous sommes dans l'eau, là. On est totalement inondés. Je suis désolé. Non, mais je ne parle pas du CHU uniquement, mais rien que l'image du CHU qui est dans l'eau, comprenez que la santé au Togo est dans l'eau. Nous sommes inondés. Si on ne sort pas de l'eau, nous allons mourir. Ça va de soi. Alors, si on tergiverse, je veux bien croire que ce n'est pas le cas. Je veux bien croire qu'il y a des réflexions qui se font au niveau du gouvernement, d'ailleurs, pour que rapidement on ait des solutions efficaces. Mais si on tergiverse, je pense que là, nous allons risquer de toucher le fond, sérieusement. Et ça pourra reprendre le cycle infernal. Parce qu'on connaît à peu près la carrure du Synfote aujourd'hui et depuis toujours, la niaque avec laquelle vous dirigez ce syndicat. Si le plus bref délai tel qu'annoncé ne vient toujours pas, vous serez amené peut-être à contraindre le gouvernement finalement à aller dans votre sens? Nous ne parlerons pas de contraintes, mais nous ferons ce que nous avons à faire et ce que nous savons faire. C'est-à-dire que nous en parlerons à la base. De toutes les façons, aujourd'hui, tous les Togolais voient. Et le gouvernement ne peut pas dire non plus que nous n'avions pas joué notre partition. Depuis le 4 avril 2018 jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, il y a une accalmie notable et notoire dans la santé. C'est ce que vous avez souhaité? Il n'y a pas eu de mouvement de grève, il n'y a pas eu de mouvement... C'est volontaire? Quoique, c'est volontaire, et nous l'assumons, pour montrer notre bonne foi au gouvernement et montrer que nous voulons aller à la résolution des problèmes. Et pour également faire comprendre aux gens mal intentionnés qui nous étiquettent de tous les noms, d'opposants par-ci, de manipulés par-là, que nous ne sommes pas dans ce jeu-là, mais que nous sommes dans une dynamique de régler les problèmes de la santé, parce que chaque Togolais a droit à la santé. Notre constitution l'exige et nous le demande. Donc nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre doigt pour évoquer de manière, excusez-moi l'expression, assez bête,
des arguties qui ne sous-tendent rien du tout de vérifier, pour dire que les gens qui manifestent pour réclamer la bonne santé sont des gens manipulés à d'autres fins. D'autant plus que les structures sanitaires togolaises ne démontrent pas le contraire. Mais dites-moi aujourd'hui, qui peut dire que le CHU, Sylvanus Olympio, est un CHU de référence? Fondamentalement, quoi, à moins qu'on soit aveugle, non, quoi. Ça là, le gouvernement est d'accord là-dessus. Oui. On va en construire un autre centre de référence, en tout cas, un centre de référence désormais. Oui, mais est-ce qu'il est public? Bon. Non. Est-ce que c'est un centre de référence public? Mais il faut aussi qu'on clarifie les choses. Nous parlons de centre de référence public. Le CHU Sylvanus Olympio n'est pas un centre de référence public par rapport aux plateaux techniques qui y est, par rapport à la structuration même de ce centre. Il n'est plus, au jour où nous parlons, un centre de référence public. On n'en a même pas au Togo. Aucun CHU togolais, pire encore celui de Kara, aucun ne répond aux normes. Le ministre de la Santé le sait. Tous les professionnels en santé le savent. Alors, je pense qu'on ferait l'économie de raconter du n'importe quoi et aller à l'essentiel. Oui, ce matin, vous avez organisé une journée d'information à l'endroit des membres du Synfot à la maison de la santé. C'était naturellement pour leur expliquer ce que contient le document que vous avez remis au gouvernement, c'est ça? Oui, absolument, c'est ça. Nous avions rassemblé toutes les associations professionnelles corporatistes du corps de la santé. Je parle des sages-femmes, je parle des infirmiers, je parle des psychologues de la santé, des anesthésistes, des ingénieurs de laboratoire, des radiologistes, ophtalmologistes, enfin, tout ce qu'il y a comme corporation dans la santé. Oui. Nous les avons rassemblés pour leur montrer la quintessence du document remis au gouvernement et pour faire notre travail. Un travail de planification des priorités, parce que dans ce document, nous avions classé les choses de manière méthodique en court, moyen et long terme. Les urgences court-termistes, les problèmes, les solutions à moyen terme, et puis maintenant, ce qu'on peut faire à long terme. Alors, il s'agit non seulement de montrer les conclusions aux associations, mais de recevoir d'elles aussi comment maintenant reformuler les choses aux différents niveaux. Dans le court terme, qu'est-ce qui est plus urgent des urgents du court terme? Qu'est-ce qui est plus urgent des urgents du moyen terme? Et qu'est-ce qui est plus urgent au niveau du long terme? Donc, il nous faut maintenant revenir à la base, avoir leur point de vue, pour que lorsque les jours à venir, et je l'espère, c'est mon souhait absolu, que dans les jours à venir, lorsque le gouvernement invitera aux négociations, nous puissions parler au nom des acteurs de la santé. Voilà. Il y a de l'assurance au niveau de la base aujourd'hui, il y a une pleine confiance. Une absolue confiance, monsieur Eric. C'est-à-dire que c'est ça qui fait la force du Synfot. C'est-à-dire, nous sommes tranquilles, nous sommes sereins, parce que nous avons 15 000 agents de santé avec et derrière nous. Notre seul mot d'ordre suffit à les mobiliser. Je suis désolé, mais lorsque le Synfot éternue, tout le système de santé au Togo est enrhumé. Lorsque le Synfot éternue, tout le système de santé au Togo sera enrhumé. Et donc, sur de ça, nous ne pouvons pas nous sentir inquiets. En aucun moment. La sérénité au Synfot règne. C'est même la base du Synfot, parce que il suffit que nous donnions un mot d'ordre aujourd'hui et à l'instant que tout le monde au Togo va s'exécuter. Vous savez, quand on vous invite souvent et qu'on parle du Synfot et on évoque surtout vos revendications, il y a plusieurs de nos concitoyens qui relèvent aussi. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs qui vont entrer en ligne tout à l'heure vont vous interpeller sur le sujet, c'est-à-dire le comportement même des médecins, des infirmiers, des gardes-malades, tout ça, dans nos centres de santé. Des fois, quand vous y allez, ça laisse à désirer. On a envie de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond qui se fait au niveau du Synfot en la matière. On a le sentiment que vous revendiquez beaucoup, mais en termes de responsabilité, il y a très peu de pas qui est fait. Ce n'est pas vrai, monsieur Eric. Ce n'est pas vrai du tout. Bon, il y a une fois, vous avez organisé une caravane pour pas appeler, voilà. Pas qu'une fois.
Et d'ailleurs, des gens devraient remarquer que depuis déjà plusieurs années, les comportements au niveau des centres hospitaliers est en train de changer. Les comportements sont en train de changer. Ça évolue de manière, ce n'est pas totale, mais les habitudes, excusez-moi, sont basées sur une seconde nature. Et nous devons à changer cela progressivement. Mais ces habitudes proviennent d'un fait, Monsieur Eric. Et il ne faudrait pas qu'on se le cache. Vous ne pouvez pas... Que les gens sont mal payés? Maltraités. 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 Pour ne pas dire maltraités. Ah oui. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de se sacrifier. Je vous donne l'exemple d'un centre où vous avez un chirurgien généraliste, un traumatologue, d'accord, qui seuls sont là, de nuit comme de jour. Quand il y a des urgences la nuit, ils sont là pour opérer. Le lendemain, ils ne descendent pas. Hein. Ils sont toujours là pour travailler parce qu'ils doivent consulter, voir les malades qui rentrent et tout. Mais 24 heures sur 24, des gens sacrifient leur vie de famille pour ça. Et à la fin du mois, on leur tend 200 000 francs avec 15 années d'études, post-bac. Bon, bah, à un moment donné, on se pose des questions aussi. Moi, qu'on me dise que ce n'est pas un problème de traitement des agents de santé juridique, c'est faux. C'est un réel problème. Et tant qu'on n'en parlera pas et qu'on ira sur d'autres chantiers, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Vous ne pouvez pas... Imaginez un peu... Même si on arrange le plateau technique et que... Excusez-moi du peu. Sur le plan du traitement, il n'y a pas d'amélioration. Le problème restera sur le tapis, c'est ça. Excusez-moi du peu. Vous pensez qu'on traiterait quelqu'un qui gère de l'argent d'une manière incongrue et ne pas s'étonner que demain, la personne détourne de l'argent qu'elle gère? Vous pensiez qu'on traite autant les banquiers, excusez-moi de faire la comparaison, de la même manière qu'on traiterait des médecins ou des infirmiers, des gens qui, excusez-moi, sauvent la vie, qui ne se vendent nulle part ailleurs sur le marché du monde? Vous pensez que c'est une manière de traiter ces personnes-là? Des gens qui ont votre vie en main, dans leurs mains. Des gens qui savent manipuler les médicaments, qui peuvent, par inadvertance, vous ôter la vie, ou bien consciemment vous ôter la vie. C'est pour ça qu'on prête serment pour dire qu'on n'utilisera pas nos connaissances pour atteindre la vie d'une personne. Vous pensez que la santé est un domaine à négliger? Je ne justifie pas des comportements déplacés, mais je pense que pour éviter ces comportements dont la population se plaint, il est important de s'attacher aux problèmes qui créent ces genres de comportements. Notamment... Le Synfort a toujours lutté contre ces comportements avilissants, déplacés. La preuve, nous avons fait des campagnes, vous les avez évoquées, et nous continuons pas à sensibiliser. Même la dernière fois, nous avions demandé à ce que nos points focaux parlent de l'accueil, de la conscience professionnelle au travail. Et de plus en plus, les gens adhèrent à ça. Et nous sommes prêts à nous engager en disant au gouvernement, mais régler les problèmes posés, aussi bien au niveau des conditions de travail, parce que nous ne parlons pas que de nos salaires, de nos primes. Nous avions, dans nos revendications en première ligne, demandé à ce que le plateau technique de nos hôpitaux soit revu. À contrario d'autres secteurs où le problème pécunier prime, nous avions d'abord demandé qu'on fasse en sorte de relever le plateau technique des hôpitaux et qu'après maintenant nous puissions œuvrer ensemble à voir comment est-ce que nous pourrons éventuellement améliorer un tant soit peu les conditions de rémunération des travailleurs de la santé. Je crois qu'on ne parle pas que de nous, mais nous parlons des Togolais. On va revenir sur la question de la revalorisation salariale, puisque le président de la République, vendredi dernier, a évoqué le sujet. Les ministres derrière ont fait le service après-vente et on nous annonce que la revalorisation de la valeur indiciaire, on devra connaître une hausse de 5%. Vous nous direz si ça vous satisfait au niveau du Synfort. Mais oui, la santé, elle est une préoccupation aujourd'hui pour vous au niveau du Synfort, également au niveau des populations. Mais de manière générale, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le travailleur togolais se porte bien? Non, il se porte très mal. Le travailleur togolais se porte mal. Vous savez, en 2013, lorsque nous avons commencé les revendications qui ont abouti à la création de la sidérurgie des travailleurs du Togo, un des points phares était de dire qu'il fallait doubler la valeur indiciaire. Oui. Doubler la valeur indiciaire.
on ne parle pas de 10%. Doubler, ce n'est pas 5%. Ce n'est pas non plus 20%. C'est beaucoup de milliards quand même. Oui, mais d'où venons-nous? La question est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, faisons en sorte de remarquer que chacun a fait des sacrifices. Et les travailleurs togolais en ont fait plus aussi. Depuis la dévaluation du franc CFA jusqu'en 2019, où nous parlons, vous voyez le temps qu'il y a entre les deux. Alors, quel est l'ensemble des mesures d'accompagnement que le travailleur togolais a eu? Notre pouvoir d'achat représente quoi par rapport à ça? La question est là. La question, elle est là. Excusez-moi du peu. Chaque année, lorsqu'on fait le budget, je pense que, je ne suis pas économiste, hein, mais je pense qu'ils ont quand même ils ont une formule là, par rapport à l'inflation. Ce qui fait qu'ils calculent, peut-être c'est 10%, un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas trop, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Mais ils ont un truc qu'ils font au niveau du budget. D'accord? Ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a le coût de la vie augmente. Donc, en prévision à ça, on essaie de faire une majoration. Pourquoi ce n'est pas systématique au niveau des salaires? Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Si le coût de la vie augmente et que le budget de l'État aussi doit pouvoir supporter ce coût de la vie-là, parce que, mais pourquoi le travailleur devrait être celui qui doit pouvoir se sacrifier pour que le coût de la vie soit bien chez lui? Je ne comprends pas. Ça veut dire que de jour en jour, les choses deviennent très compliquées dans le pays. Très cher, compliqué, tout le monde le sait, c'est un secret de policier. Ça a été aussi l'une des batailles au niveau de la synergie des travailleurs du Togo. Depuis qu'elle a été mise en place, cette bataille-là, vous l'avez menée, puisque vous êtes le porte-parole de la synergie. Il y a une question quand même précise. Ce matin, on en a parlé chez nous ici à la conférence. Mais comment ça se passe que d'abord, premier élément, que le Synfot ait décidé de boycotter les manifestations officielles du 1er mai et que la SCT, elle, participe à la manifestation? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui? Non, le Synfot a décidé de boycotter les manifestations officielles festives du 1er mai. D'accord. Je tiens à préciser cela. C'est-à-dire, c'est cet aspect, excusez-moi l'expression, de fête que nous avons boycotté. Nous ne sommes pas dans cette logique de fête. Le 1er mai, il y a un ensemble de manifestations qui s'opèrent. Soit c'est des marches, c'est des manifestations, c'est des marches. On ne voit pas partout. On ne voit pas partout. Soit c'est des jours de réflexion, soit c'est des recueillements. Mais ce n'est pas souvent la fête. Ce n'est même pas la fête. De manière originelle, cette journée est une journée de revendication et de réflexion, mais pas de fête. Mais je pense que ça, c'est un legs, excusez-moi, de ces années de chape de plomb, de régime de parti unique. La fête du 1er mai vient d'où? La première personne au monde qui l'a plus ou moins institutionnalisée, c'était le maréchal Pétain, sous le régime nazi de Vichy en France. C'est lui qui a la première fois au monde férié ce jour en France et en a fait une fête. Tout le monde peut comprendre pourquoi il en a fait une fête. Bien sûr. Justement. Vraiment dans l'histoire. Et malheureusement, les régimes sous les tropiques de partis uniques que nous avions connus ont eu beau jeu de copier ça. Parce qu'on avait à l'époque des centrales uniques, des partis uniques, qui trouvaient donc l'occasion de célébrer le timonier national, de montrer sa magnanimité, comment est-ce qu'il est bon pour les travailleurs, parce qu'il augmente ceci, il augmente cela. Donc, cela procède de cet esprit de parti unique qui a régenté nos pays africains sous les tropiques. Je précise bien, sous les tropiques. Et nous avons donc hérité de ça. Et malheureusement, notre inconscient collectif de nègres, entre guillemets, supérieurs, l'a gardé. Et on est content, de la mauvaise manière, dans l'abscondité absolue, de fêter un jour où on est censé réfléchir sur comment est-ce que nos conditions de travail sont. Vous étiez malheureux hier quand vous voyez vos concitoyens dans la fête, un peu partout, dans la débauche, quelquefois aussi. Pas malheureux. L'alcool un peu partout. Pas malheureux, mais il me faisait pitié. Parce qu'en fait, on se rend compte à quel point une philosophie
idéologie peut asservir l'être humain. Et quand l'être humain n'arrive pas à se libérer de ça, il devient esclave, non seulement d'une idéologie, mais de sa propre servitude volontaire. Voilà, là où nous en sommes. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ramenons tout à la fête, parce que je n'aime pas quand les gens disent que l'esprit est blanc et que la fête, la danse est nègre, je n'aime pas ça. Mais malheureusement, oui, nous le montrons si bien que lorsque les Blancs en Europe marchaient pour réclamer leurs conditions de vie, nous, au Togo, on fêtait. Parce que apparemment on est plus heureux. On a vu encore en France hier. On est plus heureux. Voilà. Avec le syndicat. Alors qu'au même moment, nous avons un SMIC 45 000 francs CFA, des gens qui arrivent à peine à boucler la fin du mois, des gens qui sont licenciés tous les jours dans leur service, des gens qui sont payés à je ne sais pas combien d'heures, combien de francs à l'heure, des gens qui n'ont même pas d'assurance maladie et tout ça, et ils sont contents de fêter. Voilà le paradoxe africain, le paradoxe congolais. Et ça vous fait pitié. C'est pitoyable, C'est pour ça qu'au niveau de Saint-Faute, vous avez refusé de participer à Absolument. Nous ne concevons pas cela. Nous pensons que c'est travestir l'esprit même du premier mai. Et c'est dommage. Et malheureusement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent dire que non, ce n'est pas ça. Et le Saint-Faute se fait beau jeu de rappeler que ce n'est pas ça l'esprit du premier mai. Le Saint-Faute fait partie de la STT qui, elle, était quand même la STT à la manifestation officielle. Officielle, oui. Mais la STT a décidé de ne pas fêter non plus. Il y a un an, la STT a défilé dans la rue. Oui. Et on a tous su ce que ça a entraîné. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, c'était du passé, d'accord. Mais c'est une manière de montrer que, oui, on peut aller à une manifestation officielle sans forcément être dans la dynamique opérée par la manifestation officielle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, pour ça, nous sommes clairs là-dessus. Nous ne nous associons pas à la commémoration festive telle que c'est fait du 1er mai. Nous estimons que nous avons mieux à faire que d'aller manger, boire et, excusez-moi du peu. C'est là où vous comprenez que l'esprit togolais a un souci. Les gens sont tellement embrigadés dans cette idéologie-là qui nous a servi au point où, pour un t-shirt et une casquette, les gens sont prêts à faire la fête. Un t-shirt, c'est à quoi? Ça nous montre à quel point nous sommes dans la précarité ambiante au Togo. Un t-shirt et une casquette. Mais les gens ont travaillé pendant 12 mois. Excusez-moi, Gilbert Tcholeyanou, les gens ont travaillé pendant 12 mois. Même si ça va mal, Monsieur, on a envie de se faire plaisir une journée. Oui, choisissez le jour, la date et faites-vous plaisir. Mais pas le 1er mai. Parce que le 1er mai revêt un symbolisme. Choisissez le jour et la date. Mais le 1er mai, c'est un symbole où vous devez vous asseoir, vous arrêter de travailler et réfléchir sur vos conditions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce que vous avez pu avoir? Qu'est-ce qu'il faut consolider? Et comment faire? C'est ça, l'essence du 1er mai. Si vous voulez fêter, choisissez un autre jour. Il n'est pas interdit de choisir un autre jour pour se retrouver pour fêter. Pas du tout. Non, je crois qu'il est fondamental que nous puissions évoluer. Faisons l'effort d'évolution. Ne restons pas esclaves des préjugés. Non. Libérons-nous, affranchissons-nous de ces chaînes qui nous tiennent en laisse comme des esclaves. On verra tout à l'heure si les auditeurs partagent votre philosophie sur ce sujet-là. Mais au niveau de la SCT, vous avez une double casquette ce matin en étant chez nous, mais au niveau de la SCT, on ne vous entend plus du tout. Vous êtes devenu presque à faune sur des points précis où vous êtes fatigué de les relever tout le temps. Non, on n'est pas à faune, pas du tout. Vous savez, nous venons de très loin. Et excusez-moi de le dire, je vais peut-être choquer les gens. Notre pays a cela de particulier que il y a plusieurs choses qui se jouent au même moment. Vous tentez de faire quelque chose, rapidement on peut solliciter d'autres personnes pour s'opposer à vous, pour vous accuser de ci, de ça. On pose des balises. Rapidement, et puis tout devient un méli-mélo incompréhensif. La STT a commencé en 2013. Le 15 avril 2013, il y a eu l'assassinat, et je le dis, de Douti et de Anselme Adapaon. 2 enfants élèves qui ont été lâchement assassinés à Adapaon. Les jours qui ont suivi, nous avions pu progresser pour obtenir quelques avantages. Ok, 20 000, 30 000 francs CFA et ainsi de suite, qui ont été transformés après en points d'indice, 195 points et 290 selon les catégories, et puis 6% sur la valeur indiciaire, 2014, 6% sur la valeur indiciaire déjà en 2014, et puis après le déplafonnement, ainsi de suite. Tout cela parce que, à un moment donné, les travailleurs togolais ont dit non, on prend notre destin en main et on avance.
On avait enclenché une dynamique qui voulait que les secteurs dans la STT puissent évoluer ensemble pour œuvrer à ce que la valeur indiciaire, le salaire soit amélioré, que les problèmes sectoriels, de façon générale, parce qu'on est travailleurs togolais. Maintenant, que les revendications sectorielles soient portées après coup. C'est-à-dire, quand on va parler de primes de tel, que cela soit porté après coup. Mais allons d'abord à l'amélioration substantielle, conséquente du salaire du travailleur togolais. Qui parle de salaire? Fonction publique veut dire que forcément, il va y avoir une répercussion sur le privé. Lorsque ça bouge dans le public, forcément, le privé va suivre. Donc, un impact réel sur le SMIC. Tout cela participe de la dynamique de l'économie. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens aient à l'esprit comme quoi le fait de demander qu'on augmente le salaire d'un tel ou d'un tel plombe l'économie. C'est le contraire. Parce qu'on donne le pouvoir d'achat au peuple pour qu'il consomme. Et donc, la dynamique est globale. Elle marche ensemble. Nous avons fait cela. Mais sauf que, à un moment donné, chacun a son point de vue. Des secteurs ont jugé bon de pouvoir récupérer leur dû et d'avancer de leur côté. Ça a plombé considérablement l'action unitaire au niveau de la STT. Je pense qu'aujourd'hui, les secteurs ayant fait chacun l'expérience de se battre de son côté, comprennent qu'il est grand temps... Le secteur de l'éducation, par exemple. De la santé aussi, en passant. Qu'il est grand temps qu'on puisse se retrouver autour de la valeur indiciaire. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, et qu'on doit savoir, le statut général fixe clairement les conditions par rapport aux primes qui ne peuvent en aucun cas dépasser les 50% de l'ensemble de la voie du fonctionnaire. Donc, que vous battiez pour les primes, d'accord, mais les primes ne vont pas évoluer tant que votre salaire est stationnaire. Mais si votre salaire bouge, la marge que vous avez pour les primes aussi augmente. C'est aussi simple que ça. Alors, si on peut se battre pour qu'un salaire bouge, pourquoi perdre le temps pour se battre pour les primes? Les primes viendront forcément, mais battons-nous ensemble pour et le salaire et les primes. On peut le faire dans la dynamique de manière convenue. Donc, c'est ce que nous avions voulu faire à la STT. Mais c'est le passé. Aujourd'hui, les secteurs ayant fait ce qu'ils avaient à faire, nous sommes obligés de nous retrouver pour nous battre pour le salaire. Mais comment est-ce que vous faites finalement ça? Vous allez rappeler? On n'a pas à rappeler parce que les secteurs se sont retrouvés déjà. Au niveau de la STT, nous avions tenu une assise il n'y a pas très longtemps où tout le monde a compris qu'il était important de se battre pour le salaire. Et je ne sais pas quel syndicat aujourd'hui peut s'opposer à ça, au risque de se voir accusé par ses propres membres. Que ce soit l'éducation, la santé, l'administration publique, je ne sais pas quel syndicat peut s'opposer à la dynamique unitaire aujourd'hui par rapport au salaire. Parce qu'en fait, et ça je peux vous devancer pour le dire, l'annonce de la valeur indiciaire appelle justement à ça. Ça appelle à ça. Et si on n'est pas ensemble, solidaires et soudés, nous ne pouvons pas obtenir une valeur indiciaire conséquente. Allons-y, puisque le chef de l'État évoquait le sujet dans son message le 26 avril dernier, c'est-à-dire vendredi passé, pour lui, il est important quand même de redonner quand même le pouvoir d'achat aux Togolais. Quand il évoque la révalorisation de la valeur indiciaire qui devra connaître une hausse de 5%, est-ce que c'est une mesure qui, pour vous, est un pas? Non, il est important, monsieur Eric, de dire les choses. Nous sommes des syndicalistes et nous ne sommes pas des pourvoyeurs d'amalgame. Nous disons, et ça je le dis parce que c'est la position aussi de la STT, nous disons que nous saluons cette annonce du chef de l'État. Le fait de reconnaître et d'affirmer qu'il est important d'augmenter le pouvoir d'achat. Ça, c'est un acquis syndical. Pour nous, c'est un acquis syndical. Le chef de l'État dit devant les députés qu'il est prêt, qu'il pense qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat des Togolais. Ça, pour nous, c'est un acquis syndical. C'est une parole du chef de l'État. Bien. Pour ce qui est de la proportion par rapport à la valeur indiciaire, je ne sais pas. Pour l'audio que j'ai écouté, je n'ai pas entendu la mention d'un pourcentage. Mais sur les documents qui ont circulé, il y a eu un pourcentage de 5% qui aurait été mentionné. Nous, pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est 5% ou non. Mais peu importe que ce soit 5% ou non. L'important pour nous,
c'est que le principe d'augmenter la valeur indiciaire a été prononcé par le chef de l'État. Et le lendemain, les ministres qui étaient sur la télévision togolaise, notamment l'argentier togolais, a dit que tout cela sera possible ou ne sera fait que dans les possibilités de l'État. Oui, je pense que c'est une formule consacrée. Ah d'accord, très bien. C'est une formule consacrée. Mais il y a aussi une chose qui est fondamentale. Les promesses, on les fait, mais ça dépend aussi de qui ou des personnes à qui on fait les promesses. Ça suppose quoi? Ça suppose que nous sommes des syndicats. Un engagement du gouvernement par rapport aux syndicats sera tenu, forcément, d'une manière ou d'une autre. Parce que le syndicalisme n'a pas pour vocation de ne pas aller à la concrétisation de ce qui lui a été promis. Non, ça c'est clair. Je pense, pour faire un bon débat dessus, que les 5%, si c'est ce qui est dit, pour moi c'est un plancher. Ah oui, je le dis, je pense. Il y a eu 6%, et bon voilà, c'est depuis 2000. Ce que je peux vous dire, voilà un peu l'histoire, c'est-à-dire que il fut une année où il y a eu 3%. 2014, on est arrivé à 6%. Où il y a 6%. Si on veut entretenir la dynamique, on doit aller plus loin. C'est pas 5%, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que l'évolution, on doit évoluer. Quoi. Quand on les additionne, ça fait quand même important. Non, je parle des progressions en un temps T. D'accord. C'est-à-dire, je pense 2010 par là, il y a eu 3%, 2014, il y a eu 6%, il y a eu une progression de 3%. Maintenant, si on doit aller, on doit pas 6%, on doit pouvoir aller à 10%, à 15%, à 20%. Parce que nous, on demandait initialement un doublement de la valeur indiciaire pour arriver vraiment à la jouissance de tout ce que le travail togolais a perdu depuis la dévaluation du franc CFA. Donc, pour nous, c'est un plancher. Et je ne pense pas que ce soit... les 5%, je pense qu'il y a un souci là-dessus. Il faut que la chose soit claire maintenant. Il faut qu'on sache si c'est vraiment 5% que le gouvernement promet ou si c'est autre chose. C'est une promesse. Et donc la promesse est sujette aussi à évolution. C'est-à-dire que vous vous engagez sur 5%, vous pouvez faire mieux. Mais c'est le plancher, donc, quoi. Le dialogue social. Absolument. Ça veut dire que c'est toujours important que vous vous retrouviez avec le gouvernement et qu'il y ait des discussions sincères. Absolument. Tout part de là. Parce que tant que le dialogue est rompu, il n'y a pas d'évolution possible. Oui, mais habituellement, ce sont les syndicats qui ne viennent pas au dialogue. Non, pourquoi? Ou qui bloquent toutes les choses. Ah bon? C'est ce qu'on vous raconte ou c'est ce que vous voyez? C'est ce qu'on observe. Vous observez? Vous êtes partie prenante des dialogues? On observe. Vous observez de loin ou de près? Bon, bref, passons. Non, le syndicat n'a pas pour vocation de bloquer des choses, au contraire. Parce que si nous voulons bloquer des choses, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous avions demandé un doublement de la valeur indiciaire. On n'a même pas eu 10%. Mais on continue de négocier avec le gouvernement. Vous voyez à quel point on fait preuve de bonne foi. Non, nous ne bloquons rien. Si on bloquait des choses, on serait toujours en grève actuellement. Non, je pense que nous avons fait preuve de bonne foi. Nous avons montré notre niveau de responsabilité, de responsable. Et que le gouvernement devra aussi, comme il le dit si bien, montrer également que il nous soutient et répond de manière conséquente à nos doléances aussi. Oui, et quand vous avez écouté le chef de l'État vendredi dernier sur la question sociale, est-ce que vous lui accordez du crédit? Répondre ne pas lui manquer du reste, mais est-ce que vous lui accordez du crédit véritablement? C'est vrai qu'on vient de parler de la révalorisation de la valeur indiciaire. Le chef de l'État, sinon le président de la République, a aussi souligné un point qui vous tenait à cœur au niveau de la SCT, c'est-à-dire les retraités. Là, aujourd'hui, on parle de la reprise des allocations de départ à la retraite, qui avaient été supprimées entre-temps. Mais après des études actuariales. C'est ce qui est dit. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que l'engagement est pris, qu'on doit ramener, comme ça va se faire. Mais tant tout va dépendre de nous, syndicalistes. C'est là le truc, en fait. C'est là l'enjeu. Mais si on dort, si on est là comme des moutons de panure... Non, mais en même temps, on a dit janvier 2020, c'est-à-dire que c'est acquis. Oui, mais non. La promesse est une promesse. Il y a plus à se battre, quand même. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Quand on dit dès janvier 2020... Ne dites pas ça. On doit pouvoir être vigilant et veiller à ce que la promesse faite vraiment soit appliquée. Mais c'est peut-être ce qui manque des fois à certaines personnes. Nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers parce que, non, ce n'est pas qu'on fait, on ne croit pas à la parole présidentielle, mais quand on est prudent, on est alerte.
Absolument. Nous devons accompagner le gouvernement à tenir à sa parole, à rendre dans les faits ce que le président a dit. Ça ne passe pas par dormir ou bien aller s'enivrer quelque part ou bien non. Ça passe par une veille constante et permanente. C'est-à-dire une pression fine, savamment entretenue. Elle doit être à la fois psychologique, mais aussi structurelle. On doit nous voir debout, veillant à ce que les promesses deviennent réalité. Oui, mais en même temps, depuis presque une semaine que le président de la République a fait des annonces sur le plan social, mais on a encore vu des syndicats qui s'est prononcé officiellement, à part le fait qu'on vous donne quand même la parole ce matin sur le sujet. Est-ce que c'est pas déjà que vous vous mettez derrière là? La veille ne se fait pas en réalité. Derrière comment? La veille ne se fait pas en réalité. Quand est-ce que vous allez enclencher votre veille finalement? La veille, vous la voyez comment? En même temps, vous ne parlez pas, vous ne vous exprimez pas sur le sujet, clairement. Mais là, je parle. Oui, mais aujourd'hui, on vous donne la parole. Bah oui, justement, parce qu'il fallait peut-être aussi attendre les annonces du 1er mai. Bah oui, il fallait aussi entendre les annonces du 1er mai pour savoir c'est quoi le cap, où est-ce que nous allons. Mais le 1er mai, les autorités ministérielles ont confirmé cette dynamique-là en disant oui, le chef de l'État s'est engagé et ça va se faire. Mais ça, comme je dis, la question se pose par rapport au taux d'augmentation de la valeur indiciaire. Est-ce 5%? C'est acté comme ça ou bien c'est ouvert? Mais comme je dis, et je le dis, ça c'est la parole du Synfort de la STT, si c'est 5%, ce qui a été dit, pour nous c'est un plancher. Ça veut dire que ça doit bouger. Ça doit bouger. C'est un plancher. On n'a pas encore fini la table de négociation pour sortir avec des conclusions. La table de négociation est toujours ouverte au niveau du dialogue social, du CNDS. Donc, nous sommes en train de... Ça continue. Donc, je pense que les premières mesures devront acter des conclusions. Et ces conclusions-là, nous aurons à en parler. Pour nous, c'est un plancher. Voilà, nous pouvons discuter à partir de là. D'accord, très bien. Et puis, un autre sujet aussi qui a été évoqué par le président la dernière fois, c'est le dialogue social et économique. Oui. Ça vous intéresse aussi au niveau de la STT, par exemple? Totalement. Totalement. Le Conseil économique et social, oui. C'est un élément de notre constitution. C'est une institution de la République togolaise qui n'a jamais été mise sur place et qui fait atrocement défaut à la dynamique sociétale et sociale de notre nation. C'est ce conseil qui permet, n'est-ce pas, d'anticiper les problèmes sociaux, de les éviter et de faire en sorte qu'on ait une répartition plus ou moins équitable, même si c'est de l'illusion, de l'imaginaire, mais quand même d'aller vers une répartition plus ou moins équitable, acceptable des richesses du pays. On ne peut pas parler d'une dynamique unitaire et sociale si ce conseil n'existe pas. Et encore faut-il que les gens qui sont à ce conseil-là soient des gens intègres, des gens que peut-être des entités de la société civile auraient désignés pour les représenter parce que ayant une certaine autorité, une certaine crédibilité. Pas des gens qui ont juste siégé et qui vont faire peut-être tout ce qu'on leur dira de faire contre la volonté populaire ou bien contre la dynamique de l'évolution. Non, il faudrait quand même que des gens qui siègent dans ce conseil soient des gens d'une crédibilité quasiment unanime et qui puissent faire le boulot pour lequel ils sont là-bas. Il y en a encore crédibles. Vous savez, dans la Bible, il est dit quelque part, lorsqu'il n'y aura plus de juste sur la terre n'existera plus. C'est parce qu'il y a quelque part un juste quelque part qui prie pour ce monde-là, qui est engagé dans la perversion, que le monde existe encore. C'est parce qu'il y a des âmes pures quelque part qui prient que vous et moi sommes vivants encore aujourd'hui sur cette terre. Il y a dans ce pays des gens intègres, des gens qui se battent par conviction, qui croient en ce qu'ils font, qui ne raisonnent pas par le ventre, mais qui raisonnent parce qu'ils ont une conviction. Et je crois que si on veut, on peut les trouver. Et donc, qu'on laisse, par exemple, le peuple décider. Pourquoi pas? Oui, des gens qui veulent, par exemple, y siéger, qu'on ne les désigne pas forcément par décret par-ci, par-là, mais qu'on puisse demander à ce que des entités, la société civile, la société elle-même dynamique, décident de qui peut siéger là-bas.
parce que la personne aura une certaine valeur, crédibilité morale, qui permettra aux gens de dire non, si telle personne siège là-bas, on peut avoir ce pourquoi on l'a mis là. C'est important. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense que tant qu'on ne remettra pas un peu ces ressorts au peuple de déterminer certaines choses, on en sera là à nommer des gens juste par, excusez-moi l'expression, juste pour plaire à quelqu'un, pas complètement sincère. Alors, j'évoque le sujet parce que il y a une grosse bataille quand même. Hein. Il ne faut pas qu'on se le cache au niveau des centrales syndicales au Togo aujourd'hui où on n'est pas tout le temps d'accord sur les points de vue. C'est normal, on est en démocratie. Mais sur la question des salaires, par exemple, vous avez évoqué des choses en réalité qui doivent vous rassembler. Alors, on se pose la question par rapport à la crédibilité des uns comme des autres sur des sujets comme cela. La question est tout à fait normale. Et c'est ça aussi la particularité de notre pays, du Togolais. C'est-à-dire que si on doit parler du ressort sociologique et psychologique du Togolais, c'est un élément qu'on doit ressortir. Le Togolais, excusez-moi du peu, ne s'affirme pas. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. Il te dit qu'il veut ça, mais il n'est pas capable de faire ce pourquoi, et bien de faire ce qu'il faut pour ce qu'il veut. Non, il ne le fera pas. Il voudra avoir une victime expiatoire plutôt que d'assumer lui-même ce pourquoi il se bat. Lorsqu'on aura compris que chacun, à son niveau, peut être la clé du changement et peut impulser le changement, nous obtenons beaucoup de choses. Et nous l'avons réussi une fois, donc on peut le réussir plusieurs fois. En 2013, la STT a pu obtenir des choses parce qu'on est devenu un. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui peut-être ont vu un peu leur mesure de vie s'améliorer un peu parce qu'ils ont eu tels avantages. Ils pensent peut-être que c'est la fin du monde, mais je peux leur garantir que d'ici 2 ans, ce qui trouve aujourd'hui comme étant la fin du monde sera rien pour eux. Donc, je crois fondamentalement que nous pouvons y arriver. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que je ne sais pas quel syndicat peut dire le contraire de l'action identitaire et d'union. Je ne sais pas qui peut le dire. D'accord, très bien. Alors, nous allons marquer une pause, puisqu'il va être midi dans quelques points de secondes. Lorsqu'on sera de retour, on va encore aborder un autre sujet très rapidement, et puis on donnera la parole aux auditeurs qui pourront nous appeler directement à l'émission sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour vous interpeller directement sur les questions qu'on a abordées, pour vous poser des questions aussi, ou ceux qui désirent nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp, vous pouvez utiliser le 90 71 49 62. Retour en studio avec notre invité ce matin, c'est Dr Gilbert Tcholenyanou, le secrétaire général du puissant syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Il est aussi le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Docteur, aujourd'hui au niveau de Synfot, quelles sont les pistes sur lesquelles vous allez jouer désormais, maintenant que vous êtes le nouveau secrétaire général? Ce sont les pistes habituelles, hein, on ne va pas changer grand-chose, mais sauf que peut-être nous allons œuvrer, comme je le disais hier, à finaliser les chantiers que nous avions commencé depuis 10 ans. Les chantiers par rapport au statut particulier, parce que dans le document que nous avions remis au gouvernement, nous demandons à ce que nous puissions aller vers une fonction publique hospitalière. L'idée, c'est d'avoir... Quoi ça? Oui, voilà. Donc, voilà. D'accord. Une fonction publique hospitalière. Absolument. Le Togo copie allègrement le système français. En France, vous avez la fonction publique principale, comme celle qu'on voit là, d'accord, celle qui existe, celle que nous avons actuellement. Vous avez la fonction publique territoriale, le système décentralisé, oui. D'accord, et la fonction publique hospitalière. Parce qu'on estime que le système de santé a des particularités qui ne sont pas les mêmes. Un exemple, le travailleur, généralement, excusez-moi de parler comme ça, bosse pendant 8 heures par jour. Dans la santé, non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez dépasser largement les 8 heures. Comme dans la presse aussi. Probablement, d'accord, comme dans la presse aussi. Et en plus de ça,
vous faites des activités de nuit. Vous êtes appelé à veiller, comme en plein jour, des activités de nuit jusqu'au lendemain. Donc, ces petites activités de nuit, où vous êtes appelé à avoir le même état d'esprit qu'en journée, font que vous ne faites pas les mêmes efforts que les autres travailleurs. Et d'ailleurs, il y a même une étude qui a prouvé que l'espérance de vie diminue pour les travailleurs de nuit. Oui, bien sûr. Et donc, cette particularité de cette profession, en plus de tout ce qu'il y a comme aspect au niveau des soins, au niveau d'assurer 24 heures sur 24 le fonctionnement d'un hôpital. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. On ne doit pas avoir normalement des heures où un hôpital est fermé. Ça ne s'entend pas. Il faut normalement qu'à chaque minute, qu'un patient arrive dans un hôpital, qu'on trouve quelqu'un. Donc il faut pour cela avoir des équipes qui se relayent toutes les 8 heures, de manière à ce qu'on puisse avoir une activité 24 heures sur 24. De la même manière, il ne faudrait pas que l'activité change parce qu'on est en journée et qu'elle soit moins parce qu'on est dans la nuit. Non. Il faudrait que l'hôpital travaille comme si on était aussi en journée. Peut-être avec une légère différence, mais il faudrait quand même que tous les services soient pourvus. Ceci étant, il nous faut une fonction publique hospitalière. De deux, les temps d'études ne sont pas les mêmes. Je m'explique. Le minimum dans la santé, c'est la licence. Et vous avez jusqu'à la spécialisation qui est Bac plus 14. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes tous logés à la même enseigne au niveau de la grille salariale. Il n'est pas dit que c'est une grille avec Bac plus ou. Non, c'est une grille où c'est des catégories, on vous met dedans. Ce qui aussi est un fait déplorable. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que tous ceux qui ont par exemple le doctorat, qui ont la licence, puissent savoir, qu'ils soient de la santé ou de l'éducation ou de l'administration, qu'ils puissent aussi avoir des salaires qui tiennent. Oui. Si vous par rapport à leur grade. Par rapport à leur grade. Parce qu'on ne peut pas avoir dans le même pays des corps où les gens sont payés par rapport à leur grade et d'autres corps où les gens sont payés parce qu'ils sont dans une catégorie. Non, ça ne se justifie pas. Ça, c'est pas bon. Il faut que dans la réforme de l'administration, on arrive à cela. Qu'on paye les gens par rapport à leur grade. C'est une injustice que vous voulez qu'on corrige. Absolument. Dans l'enseignement supérieur, on paye les gens par rapport à leur grade. Mais dans la fonction publique, on paye les gens par rapport à leur catégorie. Que vous ayez un doctorat, une maîtrise, ou que vous ayez je ne sais pas quoi, vous êtes payé par rapport à la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc c'est des injustices aussi à corriger. Donc c'était une parenthèse, soit. Donc nous appelons à ce qu'on aille à ça. Mais avant d'arriver à ça, nous aurons une période transitoire où nous serons régis par un statut particulier. Et je vous rappelle seulement que il y a plus de 10 ans que ce statut est en élaboration. Vous voyez à quel point le Synfort est patient. 10 ans que nous avions commencé par élaborer. Vous avez presque abandonné ce statut particulier là aussi. Nous ne l'avons pas abandonné, mais nous l'avons sacrifié sur l'autel des intérêts généraux. Nous avions consenti laisser le statut particulier de côté pour œuvrer à ce que nous ayons une valeur indiciaire pour tous les travailleurs. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous tenons toujours comme ligne, jusqu'à ce que des gens aient voulu aller dans d'autres secteurs. D'accord. Mais aujourd'hui, nous estimons que le Synfort n'a pas changé. Nous sommes toujours derrière le fait que notre valeur indiciaire doit être valorisée. Mais au même moment, nous avions aussi pris le temps de pouvoir aborder le statut particulier qui, quand même, concerne aussi nos agents, qui nous demandent de le faire. Donc c'est pour ça que nous y sommes attelés. Donc voilà un peu un élément qui pour nous est important. Fonction publique hospitalière, où nous aurons nos statuts, nos droits, nos devoirs, nos sanctions et notre grille. Aussi, absolument. Très bien. Alors, on va maintenant permettre à nos auditeurs, pour ceux qui le souhaitent, de nous appeler et d'interpeller notre invité du jour, Dr Gilbert Tcholounianou, qui est le secrétaire général du Synfort et porte-parole de la STT, sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, où vous faites le choix. Vous pouvez nous envoyer des messages sur notre numéro SMS ou WhatsApp, c'est sur le 90 71 49 62. Alors, il y a un auditeur qui dit je voulais savoir pourquoi les travailleurs togolais transforment la journée du 1er mai en une journée de danse, de manger et boire.
C'est la question. Je pense que vous avez répondu tout à l'heure à cette question. Oui, c'est vrai qu'il a envoyé la question depuis 11h50 par là. Mais on a un auditeur au bout du fil. On va l'écouter. Allô? Oui, ici c'est monsieur actionnaire. C'est monsieur? Actionnaire. Très bien. Nous vous écoutons, cher ami. Je voudrais parler un peu de ce que M. Tchorlignaou a dit dès le début à propos des Togolais, des travailleurs togolais. Oui, allez-y. Et que les travailleurs togolais sont en train de fêter, au lieu de réclamer des choses qui sont en attente, et ils prennent le temps de travailler. Je voudrais faire comprendre à M. Tchorlignaou que le Togolais est fatigué de tout ça là. Donc, chaque temps, le Togolais, il vit dans une angoisse, dans une tristesse qu'il ne sait pas quoi faire pour se dévouer. Donc, dans ce genre de situation, la population est obligée de s'adhérer à ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez un peu? D'accord. Donc, c'est à eux, les dévanciers, comme M. Tchorlignaou, eux qui ont pris des choses en main. C'est eux qui devaient faire comprendre à la population dès le début que mes frères, mes amis, à tel jour comme ça, ils devaient faire ça, pour ne pas faire évoluer la fête, pour faire comprendre au gouvernement que les travailleurs sont dans tel besoin. Bon, le monsieur là, à la fin de l'année, il n'a rien, n'a pas pu fêter. Il y a ses enfants qui ont des problèmes, il y a la famille qui a des problèmes. Maintenant, moi, la fête des travailleurs, moi, il va vouloir se réjouir un peu, il va pour oublier un peu les soucis. D'accord. Bien. Très bien. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelés. Professeur, docteur, vous avez un commentaire à faire, une réponse à notre auditeur? Non, je n'ai pas trop de commentaires à faire. C'est son point de vue. Mais sauf que je rappelle encore que la journée du 1er mai n'est pas la journée de fête des travailleurs. C'est la journée internationale de revendication des travailleurs. Et j'ai un peu expliqué d'où vient le legs là qu'on a de fêter le 1er mai sous les tropiques. Je l'ai expliqué. Et je dis simplement, si les travailleurs togolais veulent chercher un jour pour se réjouir, ils sont libres de le faire. Ils n'ont pas besoin de façon que ce soit le 1er mai pour fêter. Le 1er mai, initialement, est prévu pour qu'on réfléchisse sur nos conditions de travail et de vie. C'est ça l'objectif. Il y a un autre auditeur au bout de la ligne. Allô? Oui, rebonjour, le docteur, mon cher ami. Oui, bonjour, Donné, vous allez bien? Je vais bien. Et puis, nous vous écoutons. Aussi. Nous vous écoutons. Ok, j'espère que moi, M. Charles, lui, il est sérieux dans tout ce qu'il dit. Je l'ai fait. Bon, la question que j'aimerais lui adresser, et que ferait-il bien? Est-ce que le syndicat, ce qu'il fait pour pouvoir contraindre les gouvernants à doter les structures hospitalières, de plateaux ou bien de matériel adéquat pour pouvoir soigner les Togolais. Voilà. Ça, c'est votre question, Donné. Voilà. Très bien. Merci de nous avoir appelé, Donné. Passez une excellente journée. Oui, docteur Tchorlignaou. Oui, merci à M. Donné. Je pense que c'est justement ce que nous faisons. Nous avons introduit la dernière fois une plateforme de revendication qui comportait en premier le point d'amélioration des structures hospitalières en les dotant d'écoles techniques modernes. C'est ce que nous avons demandé. Et donc aujourd'hui, nous avons remis un rapport au gouvernement. Et ce rapport contient plus ou moins, de manière certaine, ce rapport contient les étapes pour pouvoir arriver à la dotation de ces structures hospitalières en équipements médicaux de premier rang. Et dans ce document, nous avons même fait une planification en faisant en sorte que l'hôpital se rapproche plus de la population et que les soins de qualité soient à des niveaux donnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte, dans le document, je peux le dire, nous avions prévu quoi? Faire en sorte que toutes les régions puissent avoir un centre de référence, de prise en charge initiale. Les CHU ne viendront qu'en appoint. C'est-à-dire que lorsqu'on aura échoué là-bas, on pourra maintenant envoyer dans un CHU. Là, on sait que c'est vraiment à un niveau donné. Donc, si on arrive déjà à prendre en charge les gens au niveau des régions, ça réduit cette navette-là que nous observons de nos régions vers la capitale.
Aujourd'hui, quand il y a un accident à Dapaon, mais il faut qu'on convoie les blessés jusqu'à Lomé pour qu'ils soient bien opérés. Parce qu'il n'y a pas de scanner à Dapaon. Il n'y a pas de réanimation pour les volontaires à Dapaon. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui quelqu'un a un problème d'insuffisance rénale à Dapaon, pour se faire dialyser, il doit venir à Lomé pour se faire dialyser. Ce n'est pas normal. Donc nous parlons de rapprocher les centres de santé auprès de nos populations. C'est parce qu'on est à Dapaon qu'on est moins togolais que celui qui est à Lomé. C'est parce qu'on est à Kara qu'on est moins togolais que celui qui est à Lomé. Aussi bien nos Togolais vivant à Dapaon, à Kara, à Sokodé, ont droit à des soins de qualité que les Togolais qui vivent à Lomé. Très bien. Absolument. Donc pour nous, la dynamique, c'est de faire en sorte que nous ayons des centres de référence dans chaque région. C'est-à-dire que les hôpitaux régionaux soient de vrais centres de référence où on aura toutes les spécialités médicales en leur sein, que ce soit des neurologues, des dermatologues, des pneumologues, des radiologues, des ophtalmologistes, ainsi de suite, pour que dans la région, quand quelqu'un est malade dans une préfecture, qu'il sache qu'en venant à la région, je peux me faire soigner. Qu'on ait des dialyseurs partout, qu'on ait des dialyseurs à Dapaon, à Kara, à Sokodé, à Takwame, Palimé, Lomé, Thiviers, pour que dans la région, quand il y a des problèmes d'insuffisance rénale, que des gens puissent venir dans ces hôpitaux pour se faire soigner. Voilà un peu l'approche. On va prendre un auditeur qui est au bout de la ligne. Oh là là, monsieur, vous m'avez tellement pris du temps. Ne vous fâchez pas, cher ami, nous avons besoin d'expliquer des choses aux auditeurs qui appellent avant. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Oui, d'accord. Grâce à la synergie, en 2014, ils ont pu faire l'effort d'avoir augmenté la valeur indiciaire de 6%. Et l'annonce du chef de l'État nous fait croire que c'est 5%, mais c'est vraiment absurde. En 2018, on nous dit 5%, alors qu'ils avaient lutté pour avoir 6%. Mais je ne fais que l'encourager, le demandant de tout faire pour se battre, pour avoir plus d'augmentation que de ces 5%. Mais aujourd'hui, les gens se réjouissent. Il avait dit les gens se réjouissent dans le compte parce qu'aujourd'hui, la valeur indiciaire est à 1187. Les gens se réjouissent. C'est rien. Ils se battent pour les primes, c'est rien. Quand vous allez à la retraite, les primes ne comptent plus. Ils se battent sur votre salaire pour pouvoir toucher votre allocation. Bien sûr. Donc, je vous prie de vous battre plus pour avoir plus de choses. Merci beaucoup, M. Kodjo. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Je pense qu'on a compris. Pas de commentaire autour. Un commentaire. Vous avez un commentaire à faire? Si M. Kodjo est un fonctionnaire, un travailleur, bon, je pense que nous allons nous battre ensemble. C'est ce que je veux passer comme message aux Togolais. C'est ensemble qu'on doit se battre. Il n'y a pas des gens qui feront ça. Nous, on est juste des devanciers, on sont des responsables, on est juste devant, d'accord, c'est tout. Mais c'est en leur nom qu'on est devant, ce n'est pas pour nous qu'on est devant. Donc c'est grâce à eux qu'on peut arriver à tenir devant. S'ils sont avec nous, pas derrière nous, qu'ils soient avec nous, pour qu'on puisse avancer ensemble, parce qu'on parle en leur nom. Bien sûr, voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui, M. Pierre, est-ce que vous pouvez déjà baisser le volume de votre poste récepteur à côté ou vous pouvez éteindre votre poste, s'il vous plaît? Oui, nous vous écoutons maintenant. Et moi, personnellement, j'ai un problème, j'avais soulevé ça, mais comme le directeur Menil, là, je vais profiter pour lui demander. Et nous constatons beaucoup de choses dans nos hôpitaux aujourd'hui. Et par exemple, si vous avez une fracture et vous êtes allé à l'hôpital, on vous demande de verser une somme sans reçu. Et je pense que une somme qui est versée sans reçu, ça ne va pas dans la caisse de l'État. Est-ce que dans cette condition, l'État trouvera des moyens pour s'occuper à leurs besoins? Point d'interrogation. D'accord. Et secondo, il y a certains journalistes qui avaient fait des enquêtes et qui ont révélé qu'il y a des médecins dans les hôpitaux en complice avec les médecins qui travaillent dans les privés et qui font que les outils sont mal utilisés dans nos hôpitaux de l'État pour faire du business à ceux-là qui sont dans le privé. Est-ce qu'il est au courant de toutes ces choses? D'accord. Si oui, qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'aujourd'hui, le citoyen est moins de parler et
contre les médecins, comme il vient de le dire, qu'ils détiennent la clé de notre vie, qui peuvent nous faire tuer. Et aujourd'hui, on a moins de parler. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit véritablement, M. Pierre. D'accord, il a dit ça dans un autre sens. Oui, je n'ai pas bien compris. Moi aussi, je l'ai formulé comme il l'a dit. D'accord. Merci beaucoup, on a compris. La population en a marre et on n'a pas d'argent au Togo. Très important. Il va répondre à la question, M. Pierre. On va le laisser répondre. Merci de nous avoir quand même appelé. Oui, docteur. Oui, sur sa première préoccupation. Non, mais je voudrais clarifier une chose. Il faut qu'on ne déforme pas mes propos. Je n'ai jamais dit ici que les agents de santé peuvent tuer les gens. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, nous avons la vie des gens dans nos mains. C'est-à-dire qu'une erreur peut entraîner la perte de la vie. Et qu'il est important qu'on s'occupe très bien de ceux qui ont dans leurs mains des vies humaines qui ne se trouvent sur aucun marché. C'est ce que j'ai bien dit. Donc, je préfère que les choses soient claires et qu'on ne travestisse pas mes propos. Parfait. Deuxièmement, il parle des enquêtes qui auraient révélé que des gens utilisent des objets, enfin, des équipements des hôpitaux à d'autres fins. Non seulement je voudrais bien, j'aurais souhaité que des preuves soient apportées par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'on parle en termes de preuves. Je sais aussi que la plupart du temps, des médecins emploient leur propre équipement dans les hôpitaux publics. Je le sais aussi. Ah, d'accord. Ah oui. Vous prenez le cas de la neurochirurgie, par exemple. La neurochirurgie au Togo actuellement, la plupart des instruments utilisés ne sont pas des dotations des hôpitaux. C'est les spécialistes eux-mêmes, quasiment, qui ont leur boîte. Ça existe. Donc, je crois, toute raison gardée, que ce n'est pas le lieu du débat. Je dis simplement ceci. Lorsque vous venez à l'hôpital, vous avez un circuit à suivre. Vous suivez le circuit. Vous êtes en droit de ne pas verser de l'argent à un agent de santé. C'est votre droit absolu. Il y a une caisse. Voilà. Vous payez, on vous donne le reçu. Voilà. Si vous êtes confronté à ça, vous êtes en droit de dire à l'agent qui vous demande de l'argent que vous ne remettez pas l'argent. Maintenant. Mais vous avez votre malade à côté. Non, ce n'est pas ça. Mais vous avez la direction pour aller vous plaindre. Vous allez vous prendre la direction. Il n'y a pas de problème, allez vous plaindre là-bas. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'on doit faire les choses de manière claire. Vous venez, vous avez besoin de soins. On vous fera suivre les voies. Vous êtes chirurgien, par exemple. Les circuits normaux. Vous êtes pour chirurgien, les soins. par exemple. Vous allez suivre les circuits normaux pour les soins et on aboutira au traitement de votre malade en suivant les circuits normaux pour les soins. Deuxièmement, quand on parle de privé au Togo, je tiens à dire aujourd'hui que rares sont les privés qui ont pu engager en totalité des spécialistes dans leur centre. La plupart des spécialistes qui interviennent dans les privés sont des fois des spécialistes qui sont cooptés du public. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans le public, mais qui, à des heures autres que leurs heures réglementaires de travail, peuvent intervenir dans le privé. Je mets au défi une clinique au Togo qui pourra me dire qu'elle a recruté en totalité des spécialistes qui sont là, qu'elle paye à jour comptant pour le travail qu'ils font. Ils sont appelés pour venir en appui. Très bien. Il y a un auditeur qui est au téléphone, on va le prendre. Ah, il est parti. Il y a un autre. Allô? Alors, nous allons demander à nos auditeurs, pour ceux qui souhaitent nous appeler, qui n'ont pas besoin d'avoir à côté de postes radio, vous devrez nous écouter parfaitement dans le téléphone. On a le matériel pour. Très bien. Alors, il y a quand même des messages. Il y a un auditeur qui nous dit: nous souhaitons beaucoup de courage au docteur Tcholenyanou. Il y a eu une autre circulaire qui fait état avant le 1er mai, demandant donc aux prestataires de soins de ne pas s'associer à cette fête. Mais à notre grande surprise, certains l'ont fêté en grande pompe. Est-ce un désintéressement face au Saint-Faute? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Non, nous n'avons pas connaissance de ça. Nous savons que nous avons appris à un moment donné que certains centres ont voulu financer eux-mêmes la fête et inviter les travailleurs de la santé à venir. D'autres n'ont pas répondu. D'autres ont jugé mieux, voulant se retrouver entre agents de santé, ont jugé mieux d'aller ailleurs, en dehors du cadre officiel. D'accord? D'aller se retrouver ailleurs, quelque part, entre eux, pour pouvoir échanger un peu et partager. Oui, ça, des camarades l'ont fait. Ils nous en ont parlé, on a dit, il n'y a pas de problème, s'ils veulent se retrouver entre eux, pour pouvoir échanger, discuter, ils peuvent le faire. Ils l'ont fait. Donc, si c'est ce que le monsieur, l'auditeur relate, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous, de manière officielle, on ne s'est pas associé au niveau des directions des centres
de santé à l'organisation qui a été faite. Bien. Voilà. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. C'est Jérôme. Monsieur Jérôme, nous vous écoutons. Oui. Je voudrais savoir, l'invité, il nous a parlé de comment on appelle ça, du travailleur secondaire, non? Oui. Ce que je voudrais, quelle est la valeur indiciaire et les dépenses du travailleur? Est-ce que ça fait partie, la calcul, est-ce que le Togo s'attelle à ça? Est-ce que la valeur indiciaire est, disons, si on prend un salarié moyennant, est-ce que ces dépenses sont évaluées par rapport à son salaire ou bien le salaire c'est comme ça et puis bon, et maintenant les dépenses ça vient comme ça. Non, monsieur Jérôme, on ne comprend pas très bien votre préoccupation. Si vous pouvez mieux l'exprimer. Oui. C'est-à-dire que est-ce que c'est-à-dire que supposons que les augmentations qu'on fait gauche à droite, est-ce que ça prend en compte le salaire humain avec un fonctionnaire? D'accord. Très bien. Mais deuxièmement, je remercie que l'émission a repris. On nous a coupé la soif un peu entre-temps. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Quand 11 heures comme ça, c'est avec ça qu'on se poursuit. Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Merci de nous avoir appelés. Docteur Tcholédiano, vous avez compris sa question par rapport, donc, je crois, pour avoir compris quelque chose là-dedans, que c'est par rapport donc à la valeur indiciaire. Comment est-ce qu'on peut, à quel taux on peut l'évaluer? On dit 5% de la valeur indiciaire, ça correspond à quoi? Non, les 5% correspondent, il faut faire 5% de la valeur actuelle. C'est-à-dire que en 2013, la valeur indiciaire était à 1039,5. Avec les 6% de janvier 2014, c'est passé à 1101,87. D'accord. Maintenant, les 5%, c'est simple à faire. Vous prenez les 1101,87. On calcule 5% de ça? Voilà, 5% de ça que vous rajoutez maintenant à la valeur qui est là. Au 1100. Et vous allez voir, ça fait 1156 quelque chose. Maintenant, avec ça, vous avez les points d'indice. Les points d'indice, c'est ce qu'il y a au niveau de chaque catégorie de fonctionnaires. Catégorie A, B, C et D. Et selon les échelons. Donc, vous avez les points d'indice et vous prenez votre point d'indice. Vous ne multipliez pas la valeur indiciaire, vous avez votre salaire. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord. Donc, les gens peuvent s'amuser à le faire, pas de souci. Ils verront à peu près la variation qu'il y a. Si c'est vraiment 5% d'augmentation de la valeur indiciaire, ils verront ce qu'ils vont gagner plus par rapport à leur salaire actuel. Ça peut être 5 000, ça peut être 200, ça peut être 500, ça peut être... C'est selon. Oui, c'est selon, par rapport à ce qu'on gagne. Allô? L'auditeur est parti. Il y a un autre qui nous a envoyé un message qui dit « Je veux comprendre si dans le dialogue avec le gouvernement, vous êtes fixé un chronogramme de mise en œuvre des relevés de conclusions tenus dans le rapport envoyé au gouvernement, c'est-à-dire la conclusion de la dernière fois, le 21 février. Là, c'est la première question. Est-ce qu'au niveau, deuxième question, au niveau de la STT, il a dit CSTT, mais je pense qu'on est en train de parler de STT. Vous pensez à comment faire pour que le SMIC soit effectif dans tous les secteurs, surtout dans le privé? Oui, pour la première question, je voudrais dire que ce n'était pas des ratiocinations, les travaux qui ont été faits au niveau du groupe de travail. C'est comme une étude qui a été commandée juste par le gouvernement. C'est une étude qui a été commandée par le gouvernement, mais qui avait l'intérêt d'associer les partenaires sociaux et des experts. Donc ça voudrait dire que, plus ou moins, ce qu'on a pu retenir est un début de consensus. Puisqu'il y a eu des spécialistes du gouvernement aussi qui ont participé au travail. Donc ça peut être traduit comme un début de consensus. Déjà, c'est un début. Oui. Donc, ce ne sont pas je répète, des ratiocinations. Non, c'est des travaux qui ont été bien faits et qui ont fait des recommandations qui respectent un chronogramme. Je tiens à le dire, il y a un chronogramme. La preuve, c'est que nous avions fait des projections à court, moyen et long terme, avec des deadlines tout au moins bien précisées. C'est-à-dire qu'à telle échéance, on va pouvoir faire ceci. Aujourd'hui, nous avons un problème de personnel qui est très accru. Un manque criard de personnes de la santé. Et il est fondamental qu'on recrute. Le concours a été fait, on attend toujours les résultats. Et nous demandons vraiment que les résultats soient rapidement donnés pour qu'on puisse soulager un temps soit peu les travailleurs de la santé qui peinent vraiment du fardeau qui est sur leurs épaules. C'est fondamentalement important pour nous. Yeah. L'autre question, c'est le SMIC. Oui, comme je l'ai dit, oui. Comment est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que le SMIC, en tout cas, soit quand même arrivé au niveau du privé? Non, c'est pas un arrimage. Le SMIC, en fait, est déterminé. D'accord? C'est-à-dire que
Dans le public, oui, mais dans le privé, il y en a qui peinent à payer le SMIC. Ah oui, c'est là où justement, c'est du devoir des travailleurs de ces domaines-là de pouvoir se lever et de dire non. Les tests du Togo disent que le SMIC a 35 000 francs et nous avons droit à ce SMIC. De deux, ils doivent aussi faire en sorte qu'il soit déclaré à la caisse de sécurité sociale. C'est une obligation. Tout employeur doit déclarer. 8 jours, vous faites si un travailleur, il doit vous déclarer. Oui, la situation, elle est là. Quand vous êtes dans la zone franche, il y a des gens qui sont payés moins du SMIC. Alors, est-ce qu'au niveau de la ST, il y a un combat qui est enclenché dans ce sens pour amener ces patrons-là à payer au moins le SMIC à leurs employés? Je pense que c'est le sens de la question de l'introducteur. Chez nous, ce travail est fait. Cette lutte est menée. Je peux même vous dire, ce n'est pas un secret que je dévoile. Actuellement, la STT impacte terriblement la zone minière. Nous avons des syndicats qui sont en train de nous rejoindre aussi bien de la zone portuaire que des zones minières. Donc, je peux vous rassurer que dans les mois à venir, vous verrez la sortie de la STT par rapport à cette situation de non-déclaration et de non-respect du SMIC. Très bien. On va prendre notre auditeur. Le dernier. Oh là là. Allô? Allô? Je pense que l'auditeur n'est pas avec nous. Nous avons dit tout à l'heure que avant de nous appeler, il faut que vous vous éloigniez de votre poste de récepteur pour que la réception de l'antenne soit meilleure. Il y a un auditeur qui nous dit, votre invité en parlant de la STT a montré la nécessité de l'unité d'action. Dans le secteur de la santé, il y a environ 8 syndicats. Est-ce que le Synfort est prêt à tendre la main aux autres syndicats de la santé pour l'aboutissement des revendications? C'est Rodrigue qui nous envoie ce message. Oui, nous, on n'a pas de souci. La preuve, c'est que j'ai eu la chance et l'honneur de présider le groupe de travail. J'ai travaillé avec les autres syndicats de la santé et c'est vraiment ensemble qu'on a remis le document au gouvernement. Et je peux vous dire que, même tout récemment, dans notre souci de faire le suivi, c'est ensemble qu'on a adressé un courrier au ministre de la Fonction publique et du Travail, monsieur le ministre Gilbert Bawara, qui a promptement réagi en nous recevant et en nous disant, en nous rassurant que dans les jours à venir, si j'ai bonne mémoire, dans les jours à venir d'ici la semaine prochaine, nous pourrons avoir une rencontre pour continuer les échanges et aboutir à des solutions pérennes dans la santé. Donc, pour nous, ce n'est pas un mirage, c'est une absolue nécessité de se retrouver ensemble pour pouvoir avancer. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça, mais ce qui est aussi certain, c'est que le Synfort, c'est quand même le plus grand syndicat dans la santé. Ça, c'est aussi une vérité qu'on ne doit pas aussi occulter. Voilà. Et la presse parle souvent du puissant syndicat de la santé. Et il y a un auditeur qui nous dit « Se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler pour éclairer le chemin d'un aveugle. Les travailleurs togolais, sans exception aucune, doivent comprendre que chacun est un tremplin pour le changement. Ils doivent être solidaires et se battre pour la chose commune, dit donc l'auditeur. » Le dernier auditeur au téléphone, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Madame Afiavi. Madame Afiavi, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, monsieur Tchalomini. Bonjour, madame. Allô? Oui, madame. Bonjour, madame. Oui, nous vous écoutons, madame. Allez-y. Oui. Il a parlé des primes de 20, 30 000. Est-ce que c'est payé partout? Parce que à l'hôpital de Bain, on n'a pas payé durant des années. Je ne sais pas si Dr Tchalomini est au courant. D'accord. Vous travaillez à l'hôpital de Bain? Oui. Vous travaillez là-bas? Madame Afiavi. Oui. Vous travaillez à l'hôpital de Bain. Vous êtes concerné? Vous êtes dans le cas? Oui. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé. Docteur Gilbert Tchalomini. Oui, non, je remercie madame Afiavi. Afiavi, voilà. Non, le problème des 20-30 000, le Synfort l'a dit clairement. Hein. Un accord a été, enfin, c'est dit, hein, que tous les centres doivent payer ça. Hein. Tous les centres doivent payer ça au travers de la santé qui y sont. Alors si dans un centre, un directeur d'hôpital, excusez-moi, refuse de payer, je pense que les travailleurs de ce centre-là savent ce qu'ils ont à faire. Et nous, vous n'avez jamais été saisi d'un tel dossier, par exemple? Non, pour l'hôpital de Ben, nous avons été informés et ils ont même voulu faire une grève la dernière fois. Et il y a une commission qui a été créée et où ils ont discuté et tout ça. Donc nos points focaux de l'hôpital de Baie sont sur le dossier et même il y a eu des évolutions déjà, plus ou moins. Donc je pense qu'ils doivent se retrouver à l'hôpital de Baie. Je leur demande prestamment de se retrouver et savoir où ils en sont.
Parce que nous avions donné consigne à tous les hôpitaux de faire en sorte que les accords obtenus avec le gouvernement rentrent en effet. Et si un directeur d'hôpital s'y oppose, il répondra devant ses supérieurs. Simplement. Très bien. Ben, il y a un auditeur, on va finir là-dessus, qui nous dit que moi, je suis entièrement d'accord avec le camarade concernant la date du 1er mai. Bon, d'accord, très bien. Ben, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, avec cet auditeur qui nous dit, juste rappeler que le chef de l'État a plutôt dit que les études, surtout actuariales, voilà, pour la réintroduction de la prime de départ à la retraite démarreront en janvier 2020. Pour son introduction, même rien n'est garanti, d'où la nécessité d'une pression syndicale. Bon, d'accord? Un petit peu dans votre veine. Oui, voilà. Voilà. Oui, mais si vous permettez, Monsieur Eric, avant de finir, enfin, si vous permettez, je viens d'être interpellé par des camarades sur une situation qui se déroule actuellement au CHU Sylvanus Olympio. Actuellement qui découle de l'arrestation, il paraît, il y a quelques heures, de 2 internes qui ont été interpellés. Un au CHU, alors qu'il était en travail, enfin alors qu'il travaillait, excusez-moi de parler alors qu'il travaillait, et il a été conduit dans un centre de gendarmerie où il a été quasiment déshabillé et mis en détention de 14h à 23h, avec un autre collègue en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui actuellement il y a un sitting des internes et autres devant le CHU Sylvanus Olympio. Je viens de voir l'information. Je pense que c'est des situations qu'il faut qu'on évite, parce que ça ne garantit pas la sécurité du travail au lieu du travail. Si on peut être interpellé sur son lieu de travail. Voilà, ces messieurs ont été interpellés parce qu'on aurait dit qu'il y a eu vol d'outils informatiques suite à la plainte de stagiaires dans l'établissement du CHU en pédiatrie. Non, je pense qu'il y a des procédures de gestion qu'on doit pouvoir respecter. On ne peut pas venir interpeller comme ça quelqu'un en blouse qui travaille, le prendre sans informer le chef de service, l'amener dans un lieu, à la gendarmerie, le détenir pendant de 14h à 23h, le déshabiller quasiment, alors que dans notre pays, il y a au moins ce élément juridique où toute personne la présomption d'innocence est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Et cette présomption d'innocence fait que on ne peut pas traiter quelqu'un de la sorte, et en plus quelqu'un qui n'est pas forcément coupable de l'acte pour lequel on l'appréhende. Je crois qu'il nous faut respecter ces procédures-là. Et je déplore que cette situation crée encore d'autres tensions au CHU Sylvanus Olympio, alors que nous sommes dans une dynamique d'accalmie. Et je pense que cette situation m'amène à demander à ce qu'on ait un statut clair par rapport aux externes, internes et DES dans notre pays. Parce que ce sont des corporations qui sont totalement laissées à l'abandon. Voilà. Très bien. Peut-être encore un dernier mot pour clôturer l'émission, Dr Gilbert Tchorniamou. Alors, merci Monsieur Erigator, Saint-Erigator. Merci à la radio Taxi FM à la direction pour cet honneur qui nous a été échu, que vous nous faites aujourd'hui de nous inviter. Alors, le mot que j'ai, c'est à l'endroit des travailleurs de la santé, en particulier, des travailleurs togolais en général, en leur disant que seule la lutte nous garantit l'épanouissement du travail. Nous ne pouvons pas penser qu'en restant aussi là, les bras croisés, nous pourrons arriver forcément à obtenir ce que nous voulons. Une lutte responsable, dans le respect de nos lois, dans la négociation avec le gouvernement, et en espérant surtout que le gouvernement aussi respecte ses engagements qu'il prend. Et au gouvernement, je dirais, œuvrer pour le bien-être de vos citoyens, ce n'est pas en fait une charge. C'est votre devoir et vous devez veiller à ce que vos citoyens soient heureux. Les travailleurs heureux, c'est plutôt la fierté du gouvernement et non une situation pénible pour le gouvernement. Au contraire. Merci beaucoup, Dr Gilbert Tchorniamou. Je rappelle juste que vous êtes le tout nouveau secrétaire général du SINFOT, syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, et porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Qu'il vous protège. Amen. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.